Tout de suite, le grand forum Fréquence Évasion en compagnie de monsieur Alain Bougrain-Dubourg. On se retrouve dans quelques instants. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. C'est le grand forum Fréquence Évasion avec aujourd'hui monsieur Alain Bougrain-Dubourg que nous recevons. Bonjour, merci de participer à ce grand forum. Bonjour. Alors vous avez fait de nombreuses émissions télévisuelles. Quel était le message principal que vous avez essayé de faire passer au public ? À la fois la découverte de la faune sauvage, du vivant qui nous entoure, et en même temps sa fragilité. Et c'est vrai que pendant près de 30 ans, à travers des émissions comme Des animaux et des hommes, Entre chiens et loups, Animalia, etc., j'ai eu le bonheur de parcourir la planète et de voir qu'il y avait des comportements à l'égard de ses voisins de planète, les animaux, de la part de l'homme, qui pouvaient être le pire et le meilleur. Malheureusement, plus souvent le pire, c'est le braconnage, c'est la déforestation ou le réaménagement des milieux naturels qui affectent la faune sauvage. Et puis le meilleur, je sais pas ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple ces prêtres jaïns en Inde qui vivent entièrement nus et qui poussaient devant eux avec un plumet en plume de pan pour éviter d'écraser la moindre des créatures. Voilà. Et c'est ce qui a fait l'objet de mon livre Curieux de nature, où il y a près de 400 photos qui illustrent les relations entre l'homme et l'animal sur la planète. C'est aussi bien les chercheurs en Antarctique que les pygmées Baka, que les Indiens sud-américains, que les Galapagos, les Seychelles, que sais-je encore, voilà. En tout cas, nous n'avons aucun droit d'exploiter les animaux. On est prédateur supérieur, donc on ne peut pas échapper au fait qu'on peut exploiter en partie les animaux. C'est la manière dont on le fait qui me paraît fondamentale, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on en est en ce début de 21e siècle. La dignité de l'homme, il y va d'avoir des relations à peu près normales, respectueuses de l'autre vivant qui est capable de souffrance. Vous savez, nous ne sommes qu'un animal au milieu de l'ensemble du vivant. Alors, on est un animal particulier, on a une autorité, on s'est élevé dans l'évolution, mais pour autant, on n'a pas tous les droits. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il faut donner des droits aux animaux. On dit qu'il n'y a pas à donner des droits aux animaux parce que pour qu'il y ait des droits, il faut que les gens qui en bénéficient, entre guillemets les gens, le vivant qui en bénéficierait, soient en mesure d'apprécier les droits. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Vous avez par exemple un bébé qui vient de naître, il a des droits et pour autant il est incapable d'apprécier ses droits. Un handicapé grave cérébral, il a des droits et pour autant, par sa pathologie, il ne peut pas apprécier les droits. Donc c'est un peu simple de dire comme les animaux ne peuvent pas comprendre qu'ils ont des droits, ils n'en ont pas. Non, je crois qu'il y a... Alors, on ne va pas donner des droits aux zooplanctons, mais je pense aux grands singes, par exemple. Il me semble qu'ils peuvent avoir des droits avant qu'ils disparaissent. Voilà. D'ailleurs, notre survie dépend justement du respect de l'environnement et de l'animal. Écoutez, j'imagine pas un printemps silencieux. À chaque fois, en clair, un printemps où il y aurait plus de vie. Là, je travaille pour les Grenelles de l'environnement très largement, et le groupe 2 s'attarde sur la biodiversité. Dans le projet, je dis quelle biodiversité voulons-nous en France pour les 20 ans, les 50 ans ou le siècle à venir? Est-ce qu'on veut une France avec des grands prédateurs, par exemple, comme il y en a toujours eu, ou est-ce qu'on veut une France aseptisée avec des campings sans fourmis?
Je crois que on ne peut pas se passer de l'animal, même sur un plan économique. Il y a eu le rapport Stern qui, sur le plan climatique, a démontré que si on ne faisait pas des efforts, ça nous coûterait très très cher. Eh bien, il y a une enquête qui est faite, une étude actuellement sur la biodiversité. Et on se rend compte que 40% de l'économie mondiale repose sur la biodiversité, parce que la nature nous rend des services. Grâce à elle, par exemple, on fait des médicaments, grâce à elle, il y a du loisir, grâce à elle, enfin, bien des choses, les zones humides filtrent, etc. Les abeilles pollinisent, donc participent à l'agriculture. Bon, tous ces services sont en déclin de 60% actuellement. Alors par exemple, les guêpes, les abeilles sont en danger et il paraît-il que si les abeilles disparaissaient, il ne resterait plus que 7 ans à vivre pour l'être humain. Donc ça, il faut en prendre conscience et c'est pas simplement une question de morale, il faut être très pragmatique. Alors, quand on me dit ah bah oui, mais à quoi faire la sterne de Dougal, par exemple, qui est un oiseau marin qui disparaît de France, il en reste une quarantaine de couples, on peut pas forcément répondre de façon pragmatique à quoi elle sert directement à l'homme, mais elle s'inscrit dans un tissu du vivant qu'il est indispensable de respecter, et bien souvent c'est plus tard qu'on comprend qu'un animal qui nous paraissait anodin peut avoir un rôle considérable. Donc voilà, notre devoir est de préserver le vivant qui nous entoure et de maintenir un équilibre. Alors Alain Bougrain-Dubourg, vous protégez également les oiseaux, vous êtes président de l'association La LPO depuis 1986. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette association et ses activités ? Écoutez, la LPO, quand on m'a demandé de la reprendre les rênes, il y avait 3000 membres et 15 salariés. Aujourd'hui, on est 43 000 membres et 125 salariés au plan national, plus toutes les délégations, dont la LPO PACA, ce qui fait à peu près 250 salariés. C'est-à-dire, c'est une grosse machine au service des oiseaux, bien sûr, mais bien au-delà. On se préoccupe de la préservation des milieux naturels. On est très investi dans les problèmes agricoles et notamment la renégociation de la PAC ou le problème des jachères qui risquent de disparaître, ce qui sera une catastrophe au profit des agrocarburants qui sont une fausse bonne idée. Mais on fait également de la gestion de réserves, on fait beaucoup d'éducation à l'environnement. On s'occupe de droits, on s'est occupé de l'ERICA par exemple, où il y a eu 5 mois de procédure cette année et les conclusions sont rendues le 16 janvier prochain. Enfin voilà, on est plus des choses tout à fait agréables qui sont ce qu'on appelle par exemple le bird watching, c'est-à-dire la découverte des oiseaux en famille avec des jumelles où on fait des sorties nature gracieusement pour le plus grand nombre. Les refuges LPO, c'est-à-dire transformer son jardin en centre d'accueil pour la petite faune. Ça a l'air de rien, mais actuellement on a plus de 11 000 refuges en France. Ça représente plus de 20 000 hectares. Et dans chacun des refuges, on invite les gens évidemment à nourrir les oiseaux en hiver, à poser des nichoirs, etc. Mais également à ne pas utiliser des produits style pesticides, insecticides trop violents, enfin avoir un comportement respectueux du milieu naturel. Et c'est important parce qu'on critique malheureusement à juste titre beaucoup une agriculture intensive, mais on voit bien aussi qu'au niveau individuel, c'est très très important qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, dans nos jardins, les intrants, pesticides, produits chimiques, nitrates, etc., on en met moins dans les champs, mais à des surdoses. Et ça, il faut que ça change. Et si on arrive à changer le comportement des Français, il y a quand même un Français, une famille sur 2 qui a un jardin, ça sera considérable pour la santé du milieu naturel. Et en ce qui concerne la grippe aviaire, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'abattages pour rien. Voilà, on a rendu responsables les oiseaux sauvages et dès les premières heures, la LPO s'est battue en disant c'est peut-être pas la bonne piste. On n'avait pas de garantie parce qu'il a fallu qu'on s'adosse à la compétence des scientifiques, on a créé une cellule de crise et on a pu démontrer que si la grippe aviaire, le H5N1 se répandait, c'était pas en raison des migrateurs qui peuvent être porteurs sains, mais essentiellement en raison des échanges commerciaux ou du trafic. Mais avant tout, quand vous mettez 5 volailles
sur quelques centimètres carrés dans des élevages en batterie et dans des conditions qui ne sont pas conformes aux besoins élémentaires physiologiques et psychologiques, et que vous exportez entre guillemets ce savoir-faire dans les pays émergents sans accompagnement vétérinaire, sanitaire, réglementaire et tout, vous allez favoriser un bouillon de culture qui permettra au H5N1 de s'épanouir. Et on voit que même en Afrique, etc., ce sont les élevages qui ont colporté le virus. Donc, nous, on se bat pour que les oiseaux sauvages ne soient pas les victimes du comportement irrationnel et surréaliste de l'homme dans la manière dont il traite les animaux. Alors quand on parle protection animale, il y a deux aberrations chez nous dans le sud de la France, c'est-à-dire les corridas et l'élevage des oies, le gavage des oies pour le foie gras. Alors je suppose que ça doit vous faire bondir, Alain Bougrain-Dubourg. Écoutez, je suis révolté, je suis déçu de voir que on s'attarde encore à se demander si donner la mort en spectacle est acceptable ou non. Pour moi, la réponse est clairement non. J'ai bien conscience que en matière de corrida, les taureaux ont permis, par les élevages, les manades, de préserver des espaces naturels qui probablement auraient été occupés par l'aménagement s'il n'y avait pas eu tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus nécessairement besoin des taureaux pour préserver ces milieux, parce que tout simplement, par exemple, la deuxième zone humide de France, c'est le lac de Grandlieu, dans l'ouest de la France. Il n'y a pas de taureaux et les zones humides sont préservées, parce qu'il y a une volonté d'accompagnement de l'État, de l'international et tout. Alors maintenant, pour revenir à la reine, d'abord ce que je trouve surréaliste, c'est que les enfants puissent assister à ce genre de spectacle. Et voilà, je trouve ça pathétique, et j'espère que on va enfin trouver la raison et mettre un terme à ce qui m'apparaît comme plus que médiéval. Concernant le foie gras, c'est autre chose. Je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup aimé le foie gras jusqu'au jour où il y a près de 30 ans, j'ai fait un reportage dans le Périgord sur les conditions d'élevage, et j'ai pu constater que même si elles avaient évolué, le principe restait le même. Et j'ai trouvé ça infernal. Là aussi, c'est la mort, parce qu'il s'agit d'une pathologie du foie qui conduit à avoir ce produit. C'est une hypertrophie du foie, donc ça n'est pas normal. Et quand on me raconte que les oiseaux migrateurs, eux aussi, vont s'engraisser avant les grandes migrations, le départ, puisque la graisse c'est l'énergie pour le vol, c'est tout à fait scandaleux, ça n'a rien de comparable. Les oiseaux sont capables de voler, et c'est l'ensemble de la graisse qui habite le corps, c'est pas simplement le foie qui va être hypertrophié, évidemment, et ils grossissent du minimum nécessaire pour avoir l'énergie pour voler. Donc c'est pas un argument qui tient. Et alors ce que je condamne le plus sur le thème du foie gras, pour être clair, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nécessité alimentaire. Moi-même, je ne suis pas végétarien, je mange de la viande peu, mais ça m'arrive. Or, le foie gras, c'est simplement le plaisir du ventre. On n'a pas besoin du foie gras pour vivre. On a peut-être besoin de la viande, mais pas du foie gras. Et donc, générer une souffrance pour notre plaisir du ventre, ça me paraît inacceptable. Voilà, c'est une question de morale. Alors on pourrait parler de certains cirques et de la captivité des animaux. Oui, j'ai participé, du reste c'est dans mon bouquin également, à la capture notamment de zèbres pour des parcs zoologiques en Tanzanie, que j'ai filmé façon Atari, là, avec une lance et un nœud coulant au bout de la lance, et à la course attraper les animaux. Sur les 4 zèbres dans la matinée que nous avons filmés, 2 sont morts d'arrêt cardiaque avant d'arriver au dépôt. Bon, il y a des conditions tout à fait scandaleuses. Là, je suis en train de monter un film pour la Fondation Brigitte Bardot sur un hippopotame qui a été retiré d'un cirque, d'une ménagerie, et qui a été rapatrié en Afrique du Sud. Les conditions de détention de cet animal étaient inqualifiables, et on pourrait multiplier les exemples. Alors, je m'occupe également de la rénovation du zoo de Vincennes, j'en suis coprésident, et il y a des établissements comme le zoo de Vincennes qui va être
entièrement refait, où il peut y avoir une acceptation de ces animaux dès lors qu'on reproduit dans des conditions acceptables les meilleures conditions de vie pour les animaux. Et c'est ce qu'on tente de faire, mais ça, il s'agit de programmes de conservation d'espèces fragiles qui nous permettent d'agir également sur le terrain. Par exemple, les lémuriens, on a obtenu des reproductions. C'est pas simplement obtenir des reproductions, mais à travers ça, on a mieux compris des animaux qu'il est extrêmement difficile d'étudier sur le terrain, en tout cas pas simple. Et tout le travail qui a été fait par le Muséum national d'histoire naturelle sur les lémuriens permet aujourd'hui de faire un travail à Madagascar avec notamment replantation de forêts. On a déterminé les territoires nécessaires aux animaux, enfin bon, un certain nombre de choses qui peuvent être utiles. Mais ce n'est pas le cas. Ces établissements, on va dire de qualité, c'est l'arbre qui cache la forêt de misère. Alain Bougrain-Dubourg, il est grand temps de marquer une pause dans ce grand forum Fréquence Évasion. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Nous sommes dans le grand forum Fréquence Évasion pour la deuxième partie en compagnie d'Alain Bougrain-Dubourg. Nous parlons protection des animaux. Alors il y a des gens quand même formidables qui luttent justement pour protéger les diverses espèces. Bien sûr, il y a des gens remarquables et on voit que les plus anciennes traditions, les plus anciennes cultures, en général, en tout cas non occidentales, vivaient en harmonie avec la nature. Ils avaient compris, c'est le cas des pygmées que j'ai fréquenté, vraiment au cœur de la forêt primaire, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas puiser dans le capital. C'est-à-dire qu'on prenait le strict nécessaire. Et donc le mot respect avait un sens. Et à ce titre, c'est assez étonnant de voir qu'il existe encore quelques minorités qui vivent sur ce principe. Et nous, aujourd'hui, notamment à travers le Grenelle de l'environnement, on essaie de remettre au goût du jour cette nécessité élémentaire. Voilà. Donc, il est possible de faire les choses bien, par exemple avec la LPO et d'autres associations. Quand on fait le bilan de nos actions, on n'a pas démérité. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a 30 ans, il existait environ une cinquantaine d'aigles royaux. Il y en a plus de couples. Il y en a plus de 400 couples aujourd'hui. Les vautours fauves, il y avait 80 couples il y a 30 ans. Il y en avait même plus dans les Cévennes, mais il en restait un peu ailleurs, dans les zones montagneuses. Bon, il y en a plus de 800 couples aujourd'hui. Il y a 30 ans, il restait moins de 10 couples de cigognes. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Donc, quand on veut se battre, la nature est prête. C'est pas toujours vrai, mais elle peut être prête à se renaturer, à se réhabiliter. Donc, il faut se battre avec espoir. C'est le sens de notre engagement. D'ailleurs, vous regrettez qu'il n'y ait pas assez de parcs nationaux en France? Oui, les parcs nationaux, les réserves, tous ces lieux, il ne s'agit pas de mettre la nature sous cloche, mais on a le privilège en France d'avoir l'une des biodiversités les plus riches au monde. La France fait partie des 10 pays au monde qui accueillent le plus grand nombre d'espèces uniques au monde et menacées, et notamment par notre présence outre-mer. Et donc, il ne s'agit pas de mettre cette nature sous cloche, mais de la préserver. Alors l'idée, c'est, on en parle beaucoup dans le Grenelle, c'est la trame verte. C'est-à-dire qu'au-delà de ces lieux de protection, essayer de faire des corridors qui puissent permettre aux vivants d'aller d'un lieu à l'autre, en clair à la vie, de s'épanouir, d'avoir un cœur battant. Si on la met sous cloche, elle est vite limitée, d'autant que la cloche, il faudra peut-être la déplacer dans la mesure où, avec le réchauffement, les milieux naturels d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Donc il faudra une certaine souplesse si on veut préserver le vivant.
Qu'attendez-vous réellement du Grenelle de l'environnement ? Écoutez, beaucoup d'espoir. Le premier bonheur, c'est que il y a 6 mois, toutes les questions qu'on se pose sur le CO2, sur le vivant, sur les pesticides, insecticides et tout, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, elles n'étaient même pas écoutées il y a 6 mois. Donc le fait qu'on se mette autour de la table avec le MEDEF, les syndicats, les collectivités territoriales, le patronat, etc., et l'État bien sûr, et les ONG, c'est une avancée formidable. Alors maintenant, ce que j'attends, c'est une vraie prise de conscience où on intégrera les notions d'environnement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire la façon de mener une politique. Jusqu'alors, notamment le vivant qui me passionne particulièrement, la biodiversité, c'était très secondaire, il y avait d'autres priorités. Eh bien aujourd'hui, dans ce pari du Grenelle, on va essayer au contraire de l'intégrer, et ça va de l'éducation à l'environnement, à la trame verte dont je parlais, par exemple, j'espère qu'elle sera opposable. C'est-à-dire que s'il y a un projet autoroutier qui pourrait dénaturer un site exceptionnel et tout, le site exceptionnel du vivant pourra prendre le pas sur le projet autoroutier. Voilà, ce sont des choses comme ça, alors qu'avant on se posait même pas la question. Donc il s'agit non pas de revivre à la bougie, non pas de faire que des sacrifices, il y en aura aussi, mais de vivre bien plus durablement. Sinon, on va dans le mur. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, dans tous les aménagements du territoire, c'est-à-dire les routes, l'expansion des villes, le béton et le bitume, et voilà. Bon, tout ça, ça représente à peu près 80 000 hectares par an. C'est-à-dire qu'en 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir occuper l'espace de cette manière? Alors on nous dira, ah bah oui, la ruralité, en même temps, il y a des zones abandonnées. Mais on voit bien que les zones, les territoires moins fréquentés, ils commencent à le devenir, ce qui est une bonne chose du reste. Mais l'idée, c'est pas n'importe comment. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre futur? Voilà. Voilà les grandes questions. Donc c'est pour l'immédiat, mais également pour demain que nous travaillons. D'ailleurs, ça pourrait être une idée pour implanter des éoliennes ou des panneaux solaires qui ne gêneraient pas grand monde. Tout à fait. Alors le problème des éoliennes, il faut s'en méfier, c'est un peu comme les agrocarburants où on a dit c'est la solution et tout. C'est de la folie, les agrocarburants. D'abord parce que on appelle ça bio, ce qui est faux, parce que le bio, ça veut dire pas d'intrants, pas d'insecticides, pesticides et tout. Ce sont des méthodes de culture particulières, alors que l'agrocarburant, c'est de la production comme il y a de la production céréalière actuellement. Et pour répondre à la demande, on en viendrait à occuper les territoires de jachère, à développer l'exploitation de tous les milieux naturels. De la même façon, l'agrocarburant nous amène à défricher totalement les forêts d'Asie du Sud-Est pour faire des plantations d'agrocarburants, notamment les palmiers à huile, etc. Bon. Donc, ce qui apparaît comme une bonne idée peut être au contraire dramatique. Et c'est là où il faut être extrêmement attentif. Alors, les éoliennes, c'est un peu la même chose. Les éoliennes, oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Et la LPO travaille beaucoup sur l'impact des éoliennes, notamment sur la faune. Et on a cru pendant longtemps que le plus grand danger, c'était les pales qui pouvaient couper, on va dire, les oiseaux. En fait, le plus grand danger, c'est pas tellement ça, c'est essentiellement l'occupation du terrain pour construire les éoliennes, où on construit des routes, il y a des parkings, il y a des... Voilà, c'est l'emprise au sol qui est préjudiciable. Il y a un problème d'esthétisme également. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'en veuillent pas. Et puis, il ne faut pas les mettre n'importe où. En Espagne, ils les ont mis n'importe où. Ça a eu un impact sur la faune déplorable. Voilà, donc c'est pas si simple. Quels sont vos projets, Alain Beaugrain-Dubourg? Des projets, oui, je m'investis énormément. Je continue à faire beaucoup de films exclusivement sur l'environnement, sur la faune. Par ailleurs, j'ai le bonheur de gagner ma vie correctement et donc de m'investir
70%, on va dire, bénévolement, dans la Ligue pour la protection des oiseaux, des programmes comme le Grenelle de l'environnement, l'ERICA, que sais-je encore. Enfin, bon. Quand je dis l'ERICA, c'est que ça a duré 5 mois quand même, la procédure, où j'étais présent toutes les semaines. Enfin, c'était pas simple. Une question qui se pose, c'est comment faire pour éviter les bateaux poubelles. Voilà. Mais là, on a avancé. Vous savez, on se rend compte que chaque fois qu'il y a des progrès pour la question environnementale, ça n'est pas tant par la sagesse prévisionnelle, mais parce qu'on a fait une grosse connerie et que ça nous amène à changer. L'ERICA et le Prestige, c'était les deux pétroliers qui ont généré la goutte de pétrole de trop, et l'opinion publique s'est révoltée, et les élus ont donc finalement réaménagé les couloirs de circulation, etc. On l'a vu avec la vache folle également, qui nous a amené à revisiter les méthodes d'élevage, et je pense que pour le H5N1, la grippe aviaire, ce sera pareil. Alors pour terminer ce grand forum Fréquence Évasion, on va rappeler où on peut trouver votre livre Curieux de nature. Eh bien écoutez, c'est chez Flammarion, mais on peut le trouver dans n'importe quelle bonne librairie en principe. Eh bien monsieur Alain Bougrain-Dubourg, merci d'avoir participé à ce grand forum Fréquence Évasion. Au revoir. Je vous en prie. Merci à tous et je vous salue bien dans le sud. Au revoir. À bientôt sur Fréquence Évasion pour un autre grand forum. Fréquence Évasion.